Bonsoir à tout le monde, à nos amis fidèles, à ceux qui le deviennent et qui le deviendront. Merci en tout cas de votre présence. Alors, Jean, nous sommes ici pour parler d'un roman qui n'est vraiment pas n'importe quel roman, et on dira tout à l'heure pourquoi, qui s'appelle Le Jugement des glaces. Le Jugement des glaces. Alors, je te propose déjà de parler de beaucoup de choses, mais certainement pas du Jugement des glaces, parce que c'est le lecteur qui trouvera peut-être un plaisir complémentaire à le découvrir. 5 pages avant la fin. Voilà, 5 pages avant la fin. Mais Martine nous disait, on ne présente pas Jean Joniot. C'est vrai que tu as d'énormes activités, nombreuses. Mais je voudrais quand même rappeler 2-3 petites choses te concernant, pour ceux qui ne te connaîtraient pas suffisamment. Ben, tu es né en Hainaut, tu t'intéresses très fort à l'interprétariat, tu as suivi l'école d'interprète à Mons, tu as suivi l'INSAS également, cinéaste, tu as réalisé des émissions à la télévision belge, série chronique imaginaire d'une révolution, tu étais directeur, ou tu es toujours directeur en chef de Marginal, tu n'es plus? Non, je ne suis plus depuis la mort de Jacques de Decker qui m'avait demandé d'être non pas directeur, mais rédacteur en chef en 2009. Et donc, pendant plus de 10 ans, j'étais le rédacteur en chef de la revue. Voilà. Tu es responsable des programmes européens de soutien à l'audiovisuel. En fait, j'ai le sentiment, en disant tout cela, que l'audiovisuel et l'écriture partagent ton temps de façon, je ne sais pas si de façon équitable. Alors, peut-être pour préciser les choses, je suis à la retraite maintenant, et ce que tu évoques, ce sont des activités que j'ai menées. À l'Union européenne, on a lancé le programme qui s'appelle le programme Média, qui est un programme de soutien à l'industrie de l'audiovisuel, cinéma, télévision, dessins animés, documentaires, qui a démarré en 1987 avec un petit budget de 100 000 écus, on parlait d'écus à l'époque, et qui aujourd'hui a un budget, je pense, d'1 milliard d'euros pour évidemment un plus grand nombre de pays. Mais c'est une série d'activités qui se sont succédées. L'école d'interprète, je l'ai fait parce que mon père m'a demandé de faire des études sérieuses avant de faire l'INSAS, ce que je voulais faire. Donc j'ai fait les études sérieuses et puis j'ai fait l'INSAS. Oui. Ceci dit, je crois que tu présides toujours la Fondation Maurice Carême. Exact. Ça c'est effectivement là. Je préside et le directeur de la Fondation Maurice Carême est une personnalité exceptionnelle qui défend corps et âme et qui est dévoué à un point tel qu'il faudrait un jour sérieusement l'inviter et le faire connaître. Il s'appelle François-Xavier Lavenne. C'est en plus d'être un spécialiste de Céline, ce qui est un peu à l'autre extrême du champ littéraire. Il connaît Carême comme sa poche. S'il était à ma place, il vous réciterait à l'envers, à l'endroit, 5 ou 6 poèmes de Maurice Carême avec toutes les versions successives des corrections. Le fait d'être président de l'association Maurice Carême suppose que, évidemment, tu le connais, mais tu le connais depuis fort longtemps. Est-ce que tu as adhéré à sa poésie? Est-ce que tu as travaillé autour de ses écrits? Alors, non, et à nouveau, on va citer une deuxième fois son nom, mais moi, ça ne me dérange pas de le citer sans économie. C'est Jacques de Decker qui m'a demandé d'entrer dans le conseil d'administration de la Fondation Maurice Carême pour une raison un peu particulière, qui est d'une part qui me faisait pleinement confiance pour participer à l'activité de la Fondation, mais aussi parce qu'à l'époque la présidente était Janine Burny
et que Jacques avait besoin d'une sorte d'allié pour pouvoir, à certains moments des décisions administratives concernant la fondation, pouvoir insister auprès de Janine Burny pour ne pas faire ce que parfois elle voulait faire, mais par dévouement à la mémoire de Maurice Carême. Voilà. Et ensuite, je me suis attaché à Maurice Carême, à ses poèmes, mais pas seulement. Une de mes fonctions d'ambassadeur de la Fondation Maurice Carême est aussi de faire connaître le fait que Maurice Carême n'est pas un poète pour enfants, mais il est un poète qui a par ailleurs écrit des poèmes qui éveillent chez le lecteur la part d'enfance qu'ils ont encore en eux, c'est-à-dire la part poétique finalement, la part qui reste de l'enfance. Alors on pourrait dire que les enfants sont les plus sincères des poètes, puisqu'ils n'hésitent jamais à formuler de manière nouvelle le monde auquel ils sont confrontés, mais par ailleurs, les enfants sont aussi les plus merveilleux des philosophes, puisque pour eux, les questions sont plus importantes que les réponses, ce qui est la définition de la philosophie. Et c'est en cela que Maurice Carême, pour revenir à lui, j'essaye toujours de bien préciser qu'il n'est pas un poète pour enfants. Par ailleurs, il a aussi été un romancier aussi méconnu qu'il n'est spectaculaire. Par exemple, un de ses romans décrit un personnage qui est atteint de delirium tremens, et c'est un roman absolument bouleversant qu'on n'attendrait pas de la figure que l'on connaît de Maurice Carême. Un autre exemple, il est le premier au monde à avoir consacré un roman à un personnage de hooligan, un supporter de football qui devient un hooligan, écrit en 1933. Il ne faut pas oublier que de sa maison, qui est le musée Carême, Maurice Carême entendait les échos des matchs de football d'Anderlecht. Je parle énormément, donc il ne faut pas hésiter à m'arrêter. Parce que... Non, mais c'est vrai que voilà. tu parlais des enfants, de l'enfance, mais la part d'enfance que Maurice Carême portait en lui n'était pas négligeable du tout. Il se comportait parfois, effectivement, comme un enfant, il adorait d'ailleurs faire cela, ce qui rendait parfois les relations un peu compliquées. Lui, il poursuivait une part d'enfance par-dessus tout, et je crois que c'est important. J'en terminerai simplement pour dire que tu travailles pour la chronique du carnet des instants, ce qui n'est pas rien, que tu soutiens la littérature de Belgique dans l'atelier des lettres et que tu as des nouvelles pour l'instant que tu comptes, disons, transposer au cinéma. En fait, le cinéma semble être une grande chose pour toi, en tout cas un complément à l'écriture. Alors, il me semble, et plusieurs lectures de lecteurs me l'ont confirmé, en fait, j'écris avec deux modus operandi. Le premier, c'est je veux raconter des histoires. Enfin, je ne veux pas écrire des romans qui réfléchissent à la place du lecteur, qui réfléchissent à ma place. Moi, je veux raconter des histoires. Je veux susciter de l'émotion en racontant ces histoires. Et ces deux éléments-là, l'histoire et l'émotion, sont en fait les ingrédients idéaux pour raconter des histoires au cinéma. Et plusieurs de mes romans ont fait l'objet d'adaptations qui n'ont pas toutes abouti, mais il y a un roman, une nouvelle dont le titre de la nouvelle est Room Service, a été adapté au cinéma par une réalisatrice italo-suisse sous le titre Monsieur William, et c'est un court-métrage de 25 minutes qui circule dans les festivals et qui a toujours les prix du public, ce qui confirme que l'histoire fonctionnait au départ comme nouvelle, mais aussi comme fiction cinéma. Et alors il y a une deuxième nouvelle sur laquelle on travaille au scénario pour le moment, avec un réalisateur qui s'appelle Philippe Repens, que vous connaissez peut-être, qui a écrit, qui a filmé, qui a fait beaucoup de films, notamment tournant autour des chants choraux, des chorales d'enfants, de la musique classique, et voilà. Bien. Alors, évidemment, toutes ces activités, je dirais que naturellement, t'ont amené à écrire toi-même. Bon, jusque-là, nous sommes dans la suite, je dirais, assez logique
d'une carrière consacrée à l'écriture et à l'image, etc. Mais en fait, lorsque j'ai lu le jugement des glaces, je me suis dit, Jean, là, il se passe quelque chose d'important, et on va passer peut-être notre présentation à tenter de parler de ce qui est important. Mais c'est un roman magnifique, en deux parties. La première partie, je vous dis en gros de quoi il s'agit. On parle de Barthélemy, un professeur harcelé par ses élèves, et je dois dire que là, l'enseignement, mon cher ami, il prend évidemment une claque, une gifle monumentale, n'est-ce pas? Là, tu peux nous dire un morceau, un extrait de ça? Ce Van Drogenbos, un maniaque aussi coriace que tatillon, procédurier en diable, possédait une connaissance encyclopédique des règlements urbanistiques, science d'autant plus redoutable qu'elle concernait un pays où les dits règlements étaient multipliés par le nombre des niveaux de compétences: communal, provincial, régional, fédéral, et par la coexistence de 3 langues nationales: néerlandais, allemand et français. Il est à cheval sur toutes les lois, tous les décrets, tous les édits, où il oserait même le qualifier de cavalier hors pair. Grimaça l'agent immobilier, tandis qu'il emmenait Barthélemy dans la Zeepanelaan, une avenue étroite, bordée d'ormes qui filaient vers la plage. Voilà. Alors, je reviens au professeur harcelé par ses élèves. C'était pas le professeur. C'était pas le professeur. C'était pas le professeur. Mais peu importe, on va s'y retrouver. On parlera de Van Drogenbos. Mais seulement, voilà. Donc, il y a pas mal d'activités. Le personnage que tu décris et qui a, je crois, le grand mérite de te ressembler tout de même. Eh bien, ce personnage, Barthélemy, d'abord, on le présente dépressif, insomniaque, et en fait, il vit la nuit. Il vit la nuit, pourquoi? Parce qu'il se promène dans les rues de Bruxelles et il y rencontre les gens qui sont en difficulté, les gens qui sont laissés pour compte de la société. Et on se rend compte à quel point le fait de rencontrer une autre population, et la nuit en plus, a pu déterminer chez toi non seulement des réflexions, mais des envies de romans. Et puis, voilà, c'est une première partie toujours, les errances nocturnes dans la capitale, et puis Barthélemy décide d'acheter un bateau de pêcheur, qui devient un bateau de plaisance. Il prend sa retraite définitive et s'installe à Saint-Idesbald. Alors, Saint-Idesbald, voilà, je suis toujours à la première partie. Saint-Idesbald n'est vraiment pas pour toi un endroit ordinaire, et je dirais même plus, ce n'est pas une plage ordinaire. Si tu as simplement le temps, on pourrait peut-être parler de Saint-Idesbald ici, si tu retrouves Voilà. Oui. Saint-Idesbald. Peu avant le village de Saint-Idesbald, il dépassa le musée qui abrite l'étoile de Paul Delvaux, atteignit le bord de mer. Comme il en avait l'habitude, il rangea la voiture face à l'horizon. Il avait un faible pour Saint-Idesbald. Du temps où il était enseignant, il s'y rendait, sitôt qu'il en avait la possibilité. Quelques heures de liberté suffisaient à le lancer sur l'autoroute pour venir y respirer les embruns, s'imprégner de l'horizon et contempler le vol des oiseaux marins. Chaque année, il y séjournait pendant les 2 semaines de congés scolaires qui permettaient de fêter la Noël et l'An Nouveau. Il affectionnait des hivers
de la mer du Nord bien davantage que les belles saisons. Entre toutes les stations de la côte belge, il avait été séduit par celle à laquelle avait donné son nom un saint, dont plus personne ne savait rien, et dont aucune famille ne baptisait plus les nouveau-nés. Les 3 syllabes qui le composaient offraient une musique particulière, comme issue d'un idiome ancien. Voilà. Donc, le personnage dont tu parles se réfugie à Saint-Idesbald. Entre-temps, il se fait un allié, ce qui n'était pas donné au départ, parce que le personnage était assez rugueux, mais voilà un ami pour Barthélemy, qu'on n'attendait pas, mais qui existe. Et puis, la première partie s'achève, mais à ce moment-là, on s'aperçoit que chez le romancier, il y a aussi le poète qui s'exprime, et le poète s'exprime bien. En fait, le poète s'exprime essentiellement quand il parle de la mer du Nord. Saint-Idesbald, certes, je voulais qu'on parle directement de cette ville, mais la mer du Nord, pour toi, on sent bien à travers tout ce roman. Je ne dis pas que c'est le roman sur le thème de la mer du Nord, mais tout de même, genre. Je vais peut-être revenir un peu en arrière sur le personnage de Barthélemy, parce qu'en fait, la caractéristique de ce personnage de Barthélemy, c'est qu'il est professeur. Effectivement, une forme de dépression l'a gagné, mais surtout, il n'a cessé d'affronter pendant toute la période de sa carrière la violence des élèves devant lesquels il était. Et il s'est passé chez lui un phénomène qu'on évoque relativement rarement, qui est le fait que cette violence, en fait, il l'a prise pour lui. Il finit par avoir peur, non pas des étudiants, parce que les étudiants lui faisaient vraiment des actes malveillants, du harcèlement, comme on en voit encore régulièrement aujourd'hui. Ce qui s'est passé chez Barthélemy, c'est qu'il ressentait petit à petit une telle haine à l'égard de ses étudiants qu'il avait peur pour eux. Il avait peur pour eux de devenir, lui, Barthélemy, tellement violent qu'il les mettrait en danger. Et c'est pour ça qu'il a tout fait pour pouvoir quitter l'enseignement et prendre une retraite anticipée, ce dont il n'avait pas les moyens. Et pour y arriver, en fait, il a utilisé ces périodes dépressives où il errait pendant les nuits dans Bruxelles, et il errait avec un petit enregistreur, comme j'ai toujours avec moi, et il recueillait le témoignage des clochards, des sans-abri, des perdus dans la nuit qu'il croisait. De cela, il a fait, et je ne vais pas en dire trop, mais de cela, il a fait un livre qui n'était ni un roman, ni un guide, ni un recueil de poèmes, qui s'appelait Bruxelles, enfer et endroit. Et il se fait que ce livre est devenu un best-seller pour des tas de bonnes et de mauvaises raisons, qui lui ont permis d'acheter une maison à Saint-Idesbald et de pouvoir y vivre ce qui va devenir ce qu'on pourra appeler une forme de résilience ou de réconciliation avec le monde à travers la rencontre qu'il va faire. Voilà. Pour répondre sur Saint-Idesbald, Oui. aussi, il est vrai que depuis le début de mes premières nouvelles et des premiers textes que j'ai écrits, comme je travaillais beaucoup, en fait, j'avais un emploi du temps avant ma retraite, pendant ma vie active, ce qui fait que je me suis centré sur l'écriture de la nouvelle, donc j'écris beaucoup de nouvelles, c'est-à-dire des textes courts, mais je me suis dit, je ne vais pas essayer de les situer dans un endroit que je ne connaîtrais pas, dans un endroit que je devrais reconstituer ou pour lequel je devrais faire des recherches. Donc je me suis dit, je vais m'inventer un lieu qui est un lieu que je connais, m'inventer un lieu littéraire qui est un lieu que je connais, qui est Saint-Idesbald, qui ne ressemble dans mes livres plus beaucoup au Saint-Idesbald tel que vous pourriez le voir en y allant, sauf certains éléments, comme la dune Miquehill, sur laquelle se trouve une villa depuis la guerre 14-18 en fait, qui n'a jamais été avalée par les promoteurs immobiliers pour une raison que je raconte dans une de mes nouvelles un peu fantastique. Et donc, c'était l'endroit qui me facilitait la vie d'écriture. On le sent bien au cours du roman. Et puis voilà, tu as gardé ton personnage a gardé les bonnes habitudes,
puisqu'il se promène à Saint-Idesvald, il y rencontre un groupe de réfugiés, des Tchétchènes, une femme, 2 adolescents jumeaux, un jeune déserteur russe guidé par Aslan. Aslan est un beau personnage dans le récit. Alors, pourquoi la guerre de Tchétchénie? C'est une guerre qu'on a un peu oubliée. Ici, il s'agit de la deuxième guerre de Tchétchénie qui a eu lieu en 1999 et 2000. La première de ces guerres de Tchétchénie avait eu lieu 5 ans avant, donc dans le Caucase. La Tchétchénie, c'est une république du Caucase, ex-république soviétique. Et c'est une guerre qui a été marquée, si on lit les rapports de l'ONU, qui a été marquée par une violence extrême, par des déportations de population, par des massacres de population, dont on a relativement peu parlé, et qui, moi, à l'époque, en 1920, parce que j'ai écrit la première version du manuscrit il y a 25 ans, m'avait frappé à l'époque, non pas ce que je lisais sur ce qui s'était passé là, mais sur le fait qu'on n'en parlait pas. Et que un de mes credos est de me dire que la littérature, le roman, la fiction permet de raconter les grandes histoires, y compris les grands événements de l'histoire méconnus, comme la guerre de Tchétchénie, en prenant des protagonistes qui l'ont vécu. Et donc de raconter à travers des personnages, d'évoquer ce qu'a été un événement comme la guerre de Tchétchénie ou d'autres événements, essayant de susciter chez le lecteur peut-être un peu de curiosité pour aller voir, tiens, que s'est-il passé à ce moment-là? Et le fait d'avoir écrit en 2020 et d'être revenu régulièrement sur le manuscrit fait que, au départ, le manuscrit du roman faisait 600 pages, donc plusieurs chapitres ont été transformés en nouvelles, et donc au moment où alors la préface de Jean-Marie Leclésio concerne le premier manuscrit qu'il avait lu, donc 600 pages à l'époque. Il m'avait écrit une longue lettre manuscrite qui m'a servi pour la préface, en retirer un extrait. Et en fait, ce qui l'avait frappé, lui, à l'époque, c'était cette manière-là d'évoquer à travers des personnages qui me sont proches, comme il dit, d'évoquer des situations dont le champ focal s'élargit alors que j'utilise le téléobjectif pour être tout près de mes personnages. J'ai noté ce que Leclésio, enfin, une partie de ce que Leclésio écrivait à ton propos. Il disait ceci: j'ai aimé le mélange du personnel et de l'imaginaire, la multiplicité des langages, l'humour et le sarcasme, la tendresse. Tout cela est profond, sincère et joliment mené. Alors voilà, je trouve que c'est effectivement très bien dit. Je reviens à la deuxième partie de ce roman, bien sûr. Vous vous en doutez, il y a une relation qui va s'établir entre Barthélemy et les Tchétchènes, mais une relation, une véritable relation. On ne fait pas semblant ici. C'est-à-dire que dès lors que la relation est approchée, on sent bien qu'on ira jusqu'au bout. Et jusqu'au bout, ça veut dire que le projet maintenant, c'est de mener ces Tchétchènes en Angleterre, de leur faire passer. Oui, alors ce groupe de Tchétchènes a décidé de quitter Sangatte, la jungle de Sangatte, tout près de Calais, a décidé de quitter volontairement l'endroit, de prendre la fuite avant qu'il ne soit chassés de force et réembarqués dans des autocars vers des destinations inconnues. Et ils ont donc opté pour tenter, dans les ports qui se trouvent sur leur route vers l'Est, c'est-à-dire le premier Nieuport, le deuxième Ostende, le troisième Zeebrugge, et leur chemin de Sangatte à Nieuport, Zeebrugge ou Ostende s'est arrêté par cette rencontre à Saint-Idesvald. Mon personnage, Barthélemy, les croise en train de s'installer dans les sous-sols d'un de ces immeubles qui existent et qui sont vides 10 mois par an au Westloop. Et c'est là que la rencontre se fait, et c'est là que le projet se noue. Barthélemy décide, je vais vous aider à traverser la Manche et à rejoindre le village d'Écosse où vous rêvez de rencontrer, de retrouver les membres de votre famille qui s'y trouvent. Voilà. Et évidemment, comme le temps passe, moi je propose maintenant de reparler de ton écriture, parce que c'est tout de même, ce n'est pas n'importe quelle écriture, il y a là quelque chose de profondément personnel qui
qui m'a beaucoup plu dans ce roman, et il y a quelques parties qui sont tout de même absolument remarquables. Par exemple, je vous en donne 2 ou 3 pour vous faire aimer ce livre. Installé dans la paix de Saint-Idesbald, Barthélemy peut se vouer à ces mots puisés dans l'encrier des âmes. Autre chose également, le blizzard avait tout lissé, la ligne de partage entre mer et sable s'estompait au fil d'un trait laiteux. Et je pourrais en citer comme ça pas mal de passages qui sont tout à la fois poétiques, mais qui n'entrent pas non plus dans la poésie, parce que le narrateur a tout de même le fil rouge en tête et il veut conduire ses amis en Angleterre, ça c'est sûr. Mais si on pouvait peut-être terminer par deux textes, je prends encore, et quelques questions rapides, Jean, si tu veux bien. La marginalité, les sans-abri, ce n'est pas, disons, une découverte pour toi. En écrivant ce roman, tu savais bien de quoi tu parles. Alors, il se fait que j'ai beaucoup fréquenté le sans-abrisme, comme on dit, ou plus simplement les clochards. Pendant une quinzaine d'années, je participais à des groupes de distribution de repas chauds pour les clochards à la gare centrale, puis après on était évacués par la STIB sous la tour des finances, qui était un peu paradoxal d'évacuer comme ça les sans-abri. La fonction qui m'était attribuée dans le groupe, comme je suis rond et plutôt jovial, a été d'être au contact avec le groupe qui faisait la file pour attendre de pouvoir être servi à table les repas chauds qu'on leur avait préparés. Et donc, moi, ma fonction était de convaincre ce groupe de n'aller que 3 par 3 jusqu'à la table où on les servait. Ce qui veut dire que je passais 2-3 heures par soir à bavarder avec ces gens, à les faire parler, à leur demander de me raconter leurs histoires. Et donc, de tout cela, j'ai effectivement nourri plusieurs nouvelles, mais aussi ici, le souvenir de ces personnes-là était présent. Voilà. Tu ne manques jamais dans tes livres de parler de l'importance de la littérature, et pour toi, un monde sans livre est un monde sans paix. Tu le penses, je crois que tu le dis, tu le répètes, tu en es convaincu. Alors, oui, c'est un peu, j'ai l'impression de dire une lapalissade, mais quand je vois que la lecture est en train de perdre de plus en plus de public, notamment la lecture de fiction, alors qu'on sait aujourd'hui de manière scientifique certaines vertus de la lecture de fiction qui concernent l'accroissement de la capacité d'empathie. Il y a une étude dans la revue Science qui a publié un résultat qui est absolument revigorant pour ceux qui aiment la littérature, qui était le suivant. Au plus les personnes qui lisent de la fiction, au plus elles développent leur capacité d'empathie. En effet, on lit des livres de fiction, on se met à la place des autres, on apprend à vivre de l'intérieur ce que sont les autres. La deuxième observation, encore plus stimulante, était que au plus les personnes qui lisent des livres de fiction de qualité, entre guillemets, lire Victor Hugo plutôt que Marc Lévy, pour faire bref, au plus on peut observer dans l'imagerie médicale que les neurones de l'empathie se développent et se nourrissent l'un l'autre encore davantage. Et ça, c'est quand même une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Si tu veux bien, Jean, on va arrêter. On va bientôt arrêter. Je demanderai simplement un instant pour qu'il y ait 2 courts textes que Alain va nous dire. Un sur je crois qu'on peut l'appeler la mélancolie, parce qu'on ne peut pas négliger non plus que dans ton livre, il y a malgré tout quelque chose qui surnage, qui est de l'ordre de la mélancolie. Ça, c'est une chose. Et puis, il y a ce court texte de l'enseignement que je vais publier. Merci. La mélancolie n'épargna cependant pas Barthélemy, même dans son exil de Saint-Idesbald, même dans l'abri de bunker bibliothèque où il s'était installé.
enfin, ou dans la rondeur affectueuse de l'amitié. Lorsque certains matins, les écharpes de soleil déchiraient comme des lames l'horizon du ciel, il se laissait gagner par cette torpeur qu'il connaissait bien et qui ne l'avait jamais vraiment quitté. En ces temps-là, comme pris dans les mâchoires d'un piège, il se sentait dépourvu d'âge, de passé, tenaillé par un lancinant chagrin, envahi par des bouffées d'amertume. Voilà. Et pour terminer, je te propose de lire quelques lignes sur l'enseignement, puisque de toute façon, il en est question dans le roman, et c'est important. La veille au soir, durant leurs habituelles conversations, l'ex et futur professeur lui avait raconté la perte lente des illusions, le cynisme et le découragement qu'il avait peu à peu gagné au cours de sa carrière, bientôt remplacé par un sentiment de irrévocable de haine à l'égard des élèves. Il avait dû s'éloigner d'eux, quitter l'école, quitter le projet d'une vie. Imagine-t-on un professeur confronté à l'aversion que lui inspirent les adolescents confiés à sa responsabilité d'éducateur. Imagine-t-on les dégâts d'une telle confrontation? Reste évidemment, et ça c'est votre découverte quand vous lirez ce livre, le jugement des glaces. Jean, si tu permets, nous laisserons à nos amis le soin de découvrir ce que cela signifie. Absolument. Merci de votre attention.